Changer le monde. Vaste programme, vieux rêve de l'humanité. Certains vous diront que c'est une utopie irréaliste, mais d'autres pensent que c'est un espoir possible pour l'humanité. Et alors, en fait, pour changer le monde, eh bien, peut-être que la meilleure manière, ça serait peut-être de voir si déjà l'humanité a réussi à faire des changements positifs déjà dans les années passées, dans les décennies passées. Eh bien, je vous propose ce soir de partager avec vous un certain nombre d'informations peu connues, mais me semble-t-il fondamentales, et qui permettent d'avoir de l'espoir aujourd'hui pour demain. Prenons par exemple l'extrême pauvreté dans les pays en développement. Eh bien, au cours des dernières décennies, elle a radicalement baissé de façon très importante. Il y a une trentaine d'années, environ la moitié des personnes vivant dans les pays du Sud eh bien, étaient dans cette situation d'extrême pauvreté. Eh bien, ça a énormément baissé en quelques décennies. Un autre thème proche, la faim dans le monde. Là aussi, chute radicale de la faim dans le monde, au point que, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, on peut espérer voir la fin de la faim dans les décennies à venir. D'ici 2030, 2030, c'est demain. Alors, il y a aussi des problèmes tels que, bien sûr, les médias nous parlent beaucoup de la guerre. Certes, les médias en parlent beaucoup, mais je crois qu'il est important de contextualiser ça dans une vision plus large. Prenons par exemple ce qui s'est passé depuis, disons, le début du siècle. Eh bien, passé. On voit que l'essentiel des morts par guerre, eh bien, ça a été pendant les 2 guerres mondiales, mais aujourd'hui, c'est infime. Alors, bien entendu, je ne vais pas nier la réalité des choses. Chaque guerre est un drame. Chaque mort par guerre est un drame humain. Mais tout de même, aujourd'hui, il y a beaucoup moins de morts. Pour une raison très simple, c'est que les guerres d'autrefois étaient des guerres internationales entre États, voire des guerres mondiales, et la mortalité se chiffrait en centaines de milliers de personnes, en millions de personnes. Aujourd'hui, ces guerres internationales ont quasiment disparu de la surface de la Terre, il y en a encore très très peu, et les guerres civiles, c'est par milliers de personnes. Bien sûr, encore une fois, c'est un drame, mais c'est 100 fois moins, voire 1000 fois moins. Et si on regarde, ne serait-ce que depuis 1946, eh bien, vous voyez que là, même là, la courbe, elle est très fortement à la baisse, et il y a une remontée depuis quelques années, due essentiellement à la guerre en Syrie, mais c'est infime par rapport à ce qu'il pouvait y avoir dans d'autres décennies. Autre problème, me direz-vous, le terrorisme. Et certes, je ne vais pas nier aussi ce problème majeur qu'est le terrorisme, et en particulier l'année 2015 en France, qui a été vraiment problématique, dramatique. Mais là aussi, j'aimerais contextualiser d'une manière plus large. Cette année si dramatique, eh bien, la même année, il y a eu près de 4000 morts par accident de la route. Il y a eu environ 10 000 morts par suicide. Et il y a eu plus de 70 000 morts en raison du tabac. Et cette année-là, il y a eu 149 morts par les attentats. Alors me direz-vous, mais il ne faut pas comparer l'incomparable, ça n'a rien à voir, certes. Mais ce que je voudrais surtout souligner, c'est qu'à la suite de cette vague d'attentats, eh bien, beaucoup de gens avaient peur de sortir. Ils n'osaient plus sortir. Mais si on ne sort plus pour les attentats, on ne peut plus sortir pour rien, il faut rester à la maison. Et même à la maison, les accidents domestiques tuent plus que les attentats. Et surtout, il faut savoir que ce que visent les terroristes, s'ils visaient des cibles stratégiques, ils attaqueraient, je ne sais pas, un ministère ou je ne sais autre, mais ils visent à toucher la population. Ce que visent les terroristes, c'est à terroriser la population. Et la meilleure réponse que nous pouvons leur donner, leur opposer même, eh bien, c'est de refuser d'entrer dans cette spirale de la peur. Autre élément de contextualisation qui me semble très important, les médias, évidemment, nous parlent de Daesh, les médias nous parlent d'Al-Qaïda, mais ce qu'il faut savoir, c'est que régulièrement, des organisations terroristes, eh bien, arrêtent leurs activités. Prenons quelques exemples récents, et ce ne sont pas les seuls. Voici en Irlande, en Espagne, en France, en Colombie. Alors, il n'y a pas que les problèmes sociaux,
il y a aussi la criminalité. Petite question au passage. À votre avis, de combien a augmenté la criminalité au cours des dernières décennies en Occident? Bon, réfléchissez un petit peu. Eh bien, en fait, le geste que je viens de faire est erroné, parce que le sens, c'est comme ça. La criminalité en Occident a radicalement baissé ces dernières décennies, et de même dans un certain nombre de pays du Sud. Prenons comme exemple la France, et plus particulièrement l'Île-de-France, avec des chiffres très précis. Par l'Institut médico-légal de Paris, on ne peut pas trafiquer ces chiffres. Eh bien, la criminalité a été divisée par 3 en 20 ans. Comment se fait-il alors que nous pensons si fort, souvent, que la criminalité augmente? Peut-être que la réponse se trouve dans les médias. La place des faits divers, et en particulier des crimes dans les médias, a triplé en 15 ans. Et c'est pour ça que nous pensons que la criminalité augmente, alors qu'en fait elle diminue. Passons maintenant à l'environnement. La couche d'ozone. Alors la couche d'ozone, c'est un vrai problème, parce que cette couche qui s'effiloche et qui ne nous protège plus, eh bien on prédit des cancers par millions sur la surface de la Terre. Mais j'y pense. Avez-vous remarqué que depuis quelques années, les médias ne nous parlent pratiquement plus de l'ozone? Ah ben c'est parce que le problème est en train d'être réglé. Le problème, c'est que les médias nous parlent quand il y a des problèmes et ne nous parlent plus quand les problèmes sont en train de se régler ou quand ils ont disparu. Et bien, comme avec 8 milliards d'habitants sur Terre, il y a forcément des problèmes écologiques, sociaux quelque part, et on est uniquement inondé de ces problèmes. Alors l'ozone, c'est très intéressant parce que aujourd'hui, comparativement à ce qui se faisait il y a 30 ans, eh bien, les industriels ne produisent presque plus de substances détruisant l'ozone et la population, la société, n'en consomme pratiquement plus. Résultat, la couche d'ozone se reforme et elle sera entièrement reformée en 2050 et peut-être même avant. C'est intéressant de savoir cela, mais c'est encore plus intéressant de comprendre comment ça s'est fait. Eh bien, le processus a été un homme, Mostafa Tolba, directeur de l'Agence de l'ONU pour l'environnement, et qui, à la suite d'alertes qui avaient été faites par des savants sur le problème de la couche d'ozone, eh bien, a réussi à réunir autour de la table eh bien, des ennemis, des adversaires farouches en tout cas, qui étaient notamment des militants environnementalistes, des industriels et par ailleurs également des ministres de l'environnement d'un certain nombre de pays du monde. Eh bien, c'est lorsque ces 3 parties travaillent ensemble, en quelque sorte, l'État, la société civile et le marché, qu'on peut le mieux résoudre les problèmes. Eh bien, effectivement, il a réussi à ce que d'anciens adversaires deviennent des partenaires et travaillant ensemble, chacun avec sa responsabilité, on a résolu le problème de la couche d'ozone. C'est exactement le même processus qui s'est passé avec la dépollution du Rhin. Alors le Rhin, c'est un... Je vous donne là une image bucolique, mais ce n'est pas que ça le Rhin, c'est aussi ça. La plus grosse concentration mondiale d'industrie pétrochimique et sidérurgique. Il y a 30 ans, le Rhin était un cloaque à ciel ouvert, le fleuve le plus pollué d'Europe et l'un des plus pollués au monde. Aujourd'hui, on peut se baigner dans le Rhin, depuis la source jusqu'à l'embouchure. Et comment ça s'est fait? Eh bien, de la même manière, une ministre de l'Environnement d'un pays du Nord, de l'Europe, eh bien, a rassemblé ces 3 parties dont je viens de parler, les industriels, les militants écolos et des ministres de l'Environnement. Et c'est ça qui a permis, ensemble, d'essayer de trouver des solutions. Alors, dans l'environnement, il n'y a pas que la pollution, il n'y a pas que l'ozone, il y a aussi la biodiversité. Et je suis tout à fait lucide, tout à fait conscient qu'il y a des vrais problèmes, notamment, je pense comme ça, comme espèces, les lions, les éléphants et d'autres. Mais c'est important aussi de savoir qu'il y a des réussites, c'est important de savoir qu'il y a des résultats positifs. Prenons par exemple la surface des parcs naturels, des réserves dans le monde. Elle a pratiquement doublé chaque décennie. Ici, c'est les chiffres qui sont ici, c'est en millions de kilomètres carrés. Eh bien, il y a de plus en plus de réserves aujourd'hui qu'il y a 10 ans, 20 ans ou 30 ans. En termes d'espèces, un certain nombre d'espèces diminuent, mais un certain nombre d'espèces se développent et vont mieux.
Prenons un animal tel que la baleine à bosse, qui est absolument magnifique, en particulier avec ses sauts hors de l'eau. Eh bien, il y a une cinquantaine d'années, la population des baleines à bosse était vraiment préoccupante. Aujourd'hui, elle se porte très bien. Plus impressionnant encore, le bison d'Amérique. Le bison d'Amérique est, lui, passé au bord de l'extinction, il y a un siècle. Aujourd'hui, la population est florissante, le bison d'Amérique se porte très très bien. Et en France, d'ailleurs, nous avons aussi d'autres espèces qui étaient en voie de disparition il y a quelques années et qui se portent bien aujourd'hui. Je prends par exemple l'aigle royal, le castor, le bouquetin, et prenons une espèce emblématique, la cigogne blanche. Elle aussi, en France, est vraiment passée au bord de la disparition. Il y a 40 ans, il n'y avait pratiquement plus de cigognes en France. Aujourd'hui, il y a des cigognes en quantité bien plus importante. Et d'ailleurs, au point qu'on ne peut plus parler aujourd'hui de cigogne d'Alsace. La cigogne s'est répandue dans toute la France. Devant tous ces résultats qui existent, qui sont déjà là, quelles sont les clés de ce succès? Parce que finalement, ce qui est important, si on veut améliorer la situation de demain, la meilleure manière, ce n'est pas seulement de se lamenter sur les problèmes qui existent encore, c'est d'essayer de voir comment on peut les résoudre. Parce que je suis lucide, il y a certes 2 milliards de personnes qui sont sorties de la faim en 20 ans, mais il en reste encore 800 millions. Il y a certes l'ozone qui est en partie réglé maintenant, mais il y a le réchauffement climatique. Et donc, il est utile, il est nécessaire même de s'inspirer des réussites pour pouvoir les remultiplier demain. Et comme clé de la réussite, eh bien, je vous propose ces données-là. Tout d'abord, nous avons besoin de personnes inspirantes, des personnes qui nous donnent de l'optimisme et de l'espoir. Parce que si nous portons un regard désespéré sur le monde et sur la planète, eh ben, il n'y a plus rien à faire, on baisse les bras et on attend la catastrophe finale. Mais par contre, si on a des personnes inspirantes, eh bien, nous pourrons avancer. Mais bien sûr, ce n'est pas seulement un enjeu d'individu, c'est aussi un enjeu d'action collective. Et on sait que pour un certain nombre de problèmes majeurs, tels que le paludisme ou tels que la sauvegarde des forêts, divers éléments, eh bien on sait que ce qui est le plus efficace, c'est des actions communautaires de terrain, des gens qui travaillent ensemble, qui s'engagent ensemble. Mais là aussi, ça n'est pas suffisant. Il faut aussi qu'il y ait des décisions au plus haut niveau. Et donc que des chefs d'État, des responsables politiques, eh bien, s'engagent. Il leur faut d'une part du courage. Parce que pour certaines décisions, parfois, il faut aller contre la tendance normale. Et je prends un exemple. De plus en plus de pays ont aboli la peine de mort. Mais bien évidemment, il faut du courage lorsqu'un décideur politique, un responsable, eh bien, s'engage dans ce sens. Il en faut également de l'humilité, parce qu'ils ne peuvent pas faire tout seuls. Et je reviens à ce que je disais il y a quelques instants, il est nécessaire d'instaurer des partenariats avec la société civile, d'instaurer des partenariats avec les entreprises. Et c'est ça qui est le plus efficace pour améliorer la situation du monde. Il est nécessaire aussi d'avoir une valeur centrale qui est la persévérance. Parce que les opinions publiques évoluent, mais ça met du temps. Mais quand même, on a des éléments qui montrent qu'il y a de l'évolution. Je prends par exemple la peine de mort, les guerres, la pollution. Eh bien, c'était des thèmes qui paraissaient normaux, voire nécessaires, il y a quelques décennies, et aujourd'hui, ça devient de plus en plus inacceptable dans la population. Nous ne pourrons avancer que s'il y a effectivement une évolution des mentalités. Et pour cela, dernier élément important, me semble-t-il, le rôle des médias. Parce que les médias modifient notre regard sur le monde. Peut-être que certains d'entre vous avaient une vision très négative du monde avant de venir, peut-être que vous l'avez toujours, mais il se pourrait que ce que je viens de dire ce soir, dont les médias parlent peu et qui me semble fondamental, eh bien, vous ne le saviez pas. Et donc, notre regard sur le monde est aussi modifié par les médias. Or, il faut bien reconnaître que la vision des médias est assez anxiogène. Ça nous pousse plutôt au désespoir. Mais depuis un certain temps, eh bien, des journalistes ont compris qu'à côté du journalisme de problème, il est nécessaire de développer un journalisme de solution. Parce que si on veut changer le monde, eh bien aussi, il faut nous présenter les bonnes nouvelles.
Et si vous prenez par exemple l'IB des solutions, qui est un numéro une fois par an que l'IB publie, eh bien, qui est essentiellement rempli d'expériences positives, eh bien en fait, comment dire, c'est le numéro le plus vendu de toute l'année, nettement au-dessus de la moyenne de l'année. Ce qui prouve au passage que les bonnes nouvelles peuvent se vendre, contrairement à ce que disent certains. Il y a aussi une association, par exemple Reporters d'Espoir, qui fait du journalisme de solutions, et un site Spark News. Et puis vous avez probablement un certain nombre d'entre vous ont vu ce film Demain, qui est également plein de solutions, et qui a fait un carton dans les salles obscures, avec très très peu de publicité, essentiellement par le bouche à oreille. Bon. Tout ça, peut-être, certains d'entre vous se disent, bon, tout ça c'est bien joli, il est bien sympa le monsieur là-haut, mais il a un peu des lunettes roses. Il voit le monde, voilà, en rose, quoi, la vie est belle, tout va bien. Pas du tout. La question qui m'est souvent posée, c'est de me dire, c'est bien joli vos trucs, mais il y a un problème majeur. Le problème majeur, c'est les autres. Tout irait bien s'il n'y avait pas les autres. Eh bien moi, je ne suis pas sûr que le problème, c'est les autres. Moi, j'ai l'impression que le problème, c'est cette phrase. Le problème, c'est de penser que les problèmes viennent des autres. Parce que tant qu'on pense comme ça, eh bien, on ne fait pas nous-mêmes l'effort qu'il faut. Et donc, j'en arrive à la suite. Qui a écrit ceci? Vous savez, dans la vie, on a droit à l'erreur. Hein, contrairement à ce que vous nous avez dit à l'école, l'erreur n'est pas une faute. Alors, c'est Nelson Mandela. Alors, on ne peut pas dire que Nelson Mandela était un doux naïf qui ne connaît rien à la vie. Surtout, je voudrais souligner quelque chose, c'est que Nelson Mandela, non seulement il avait cette conviction qu'il y avait de la bonté chez toute personne, y compris ses pires adversaires, mais surtout, il en a fait une stratégie politique. Parce qu'il ne faut pas rêver. Quand Mandela arrive au pouvoir, il n'a pas quand même une baguette magique dans les mains. Qui détient les rênes des ministères, par exemple, de la justice, de la police et de l'armée? Eh, c'est les Blancs. Et oui, ça ne change pas tout du jour au lendemain. Et alors, imaginez que Mandela leur dise « Oh, vous êtes tous des méchants, vous nous avez fait du mal, tellement de mal pendant des dizaines d'années, allez, il faut tous aller en prison. » Je ne suis pas sûr qu'ils vont y aller de leur plein gré. En revanche, on aurait risqué, dans ce cas-là, d'avoir une guerre civile et un retour à la case départ, et peut-être encore pire. Alors certes, l'Afrique du Sud n'est pas un paradis aujourd'hui, mais elle n'est plus l'enfer qu'elle a été. Et je pense qu'il est bon de s'inspirer de l'exemple de Mandela. Parce que l'exemple de Mandela, c'est précisément de faire des adversaires des partenaires. Alors certes, nous n'avons pas la carrure, nous n'avons pas la capacité de faire tout ce qu'il a fait, mais chacun d'entre nous, petits citoyens, peut-être que notre manière déjà de pouvoir changer le monde là où nous sommes, eh bien c'est peut-être justement de commencer à parler avec des personnes avec qui apparemment nous n'avons rien à dire et rien à partager. Je pense que c'est déjà un premier pas. Et puis il y a d'autres pas également, tout simplement sur le plan de l'environnement, chacun a sa part à apporter. Et ça peut être les transports en commun à utiliser plus souvent que les voitures, ça peut être le fait de manger moins de viande, parce qu'on sait qu'il y a un effet direct sur la déforestation de l'Amazonie, par exemple. Dans l'univers professionnel, vous avez, par exemple, dans l'enseignement, aujourd'hui, des études ont montré que l'apprentissage coopératif est plus efficace que l'apprentissage compétitif, en termes aussi bien de résultats scolaires que d'ambiance dans la classe, de bien-être et d'estime de soi des élèves, de respect des enseignants. Un autre exemple professionnel dans le monde de la santé, eh bien, des études également ont montré que les membres du personnel médical, infirmières, médecins, qui font preuve d'empathie à l'égard des patients, eh bien, ça a des effets non seulement sur le bien-être psychologique du patient, mais également sur la santé physique. Et donc, j'ai envie de dire que face à parfois l'obscurité du monde que nous renvoient les médias, eh bien, peut-être que
d'avoir le sourire lumineux de Nelson Mandela peut être une réponse. Face à l'obscurité du monde que nous renvoient les médias, eh bien chacun d'entre nous, peut-être, allumons notre petite lumière. Merci beaucoup.